All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait ce qui est sûrement mon système préféré, le système Oretani. Durant le 25e siècle, l'humanité a continué son expansion dans l'espace afin de fuir la Terre dont les ressources diminuaient rapidement. Et c'est en 2481 qu'un escorteur en mission dans le système Ferron a détecté un point de saut menant vers un nouveau système. Avec une planète océanique, une planète gelée, une ceinture d'astéroïdes riche en minerais et une géante gazeuse, Oretani a tout de suite intéressé l'humanité. À l'époque, l'UNE laissait les gros chantiers de terraformation à des entreprises privées et laissa Turia Terraforming terraformer Oretani 2. Cette entreprise proposa à ses employés et leurs familles de venir s'installer dans des stations spatiales autour d'Oretani 2 avec la promesse que tous auraient des logements sur la planète lorsqu'elle serait terraformée. La terraformation d'Oretani 2 commença en 2483 et les résultats étaient meilleurs qu'espérés. Mais des rumeurs de rationnement sur les stations ont commencé à émerger et Turia Terraforming s'est rendu compte qu'il n'avait pas été clair sur le fait qu'Oretani 2 était une planète océanique et que la vie sur cette planète ne pourrait pas se faire autrement que sur des plateformes. Pour redorer l'image du projet, Turia Terraforming décida d'inviter des journalistes sur le chantier pour qu'ils puissent communiquer plus positivement dessus. Et malheureusement, 2 jours plus tard, le 11 avril 2485, le seul point de saut reliant le système Oretani au système Ferron disparut. Pendant des mois, l'UNE scanna le système Ferron à la recherche d'un nouveau point de saut, et les scientifiques essayèrent de trouver une solution pour réouvrir le point de saut effondré en vain. La perte du système Oretani chamboula complètement l'expansion de l'humanité dans l'espace. On savait que les points de saut pouvaient être instables, pas toujours aussi faciles à traverser une fois sur l'autre, mais pas qu'ils pouvaient disparaître complètement. Les colons dans les autres systèmes eurent évidemment peur que cela se reproduise ailleurs, beaucoup de systèmes stockèrent énormément de provisions, le nombre de points de saut dans un système devint un critère de sélection majeur avant d'aller s'y installer, et beaucoup d'humains décidèrent de retourner vivre sur Terre. Au XXe siècle, l'humanité s'est résignée depuis longtemps et se contente de déployer une grande quantité de capteurs et des patrouilles à l'endroit de l'ancien point de saut dans l'espoir qu'il se réouvre. Personnellement, je vois mal CIG avoir imaginé le système Oretani sans jamais le créer. Je pense qu'ils finiront par le créer avec une bonne raison pour justifier le fait qu'il sera de nouveau accessible. Et son intérêt dépendra de ce que CIG décidera. S'ils décident que le chantier de terraformation d'Oretani 2 n'a pas pu être terminé à temps, les humains présents sur les stations en orbite de la planète y seront morts en quelques mois, ces stations et les machines de terraformation se seront écrasées sur la planète, et le seul intérêt du système, ça sera des épaves vieilles de 500 ans dans l'océan. Mais si CIG décide que le chantier de terraformation d'Oretani 2 a pu être terminé à temps en 2485 et que les humains sont parvenus à y survivre jusqu'au XXe siècle, il faut imaginer des dizaines de milliers d'humains avec les connaissances technologiques du XXe siècle, disposant de moyens limités, contraints de vivre sur des plateformes artificielles, sur une planète sans le moindre continent, où la faune et la flore ont forcément été décimées par le processus de terraformation, et laissés mijoter ça pendant des siècles. Je vous laisse imaginer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leur organisation, leur mentalité, leur santé, leurs problèmes liés au manque de ressources, à la surpopulation, à l'entretien crucial des plateformes, au recyclage vital de toute leur technologie spatiale en technologie d'exploration sous-marine, leurs ressentis envers le reste de l'humanité, etc. Ça donnerait probablement le système humain le plus riche en histoire de l'univers de Star Citizen. Et si le sujet vous intéresse, le youtubeur SamSC a fait une grosse vidéo dessus. Mercredi, CIG a publié son rapport mensuel des progrès sur Squadron 42 pour le mois d'avril. Il continue de travailler sur les mécaniques liées aux munitions pour pouvoir incorporer dans le comportement des PNJ le rechargement, l'économie de munitions en changeant de mode de tir ou la recherche de munitions. Sur l'intelligence artificielle des PNJ en vol, il travaille sur les mécaniques liées à l'escorte de VIP, comme attaquer un vaisseau hostile qui entrerait dans un périmètre de sécurité, se mettre en formation, briser la formation, changer de position, arrêter de pourchasser un ennemi, et changer de cible en fonction de leur niveau de criminalité ou de l'état de leur bouclier. Il continue aussi d'améliorer les mécaniques de scan pour qu'elles fonctionnent correctement. Sur les animations, il travaille sur toutes les animations qui accompagneront le comportement des PNJ dans les hangars, les bars, les ponts des vaisseaux et les vestiaires, les animations de rechargement d'armes et d'incidents de tir, et sur les animations de combat des Vanduul.
Ils continuent aussi de progresser sur les animations lorsqu'un personnage titubera, sera assommé ou traîné au sol, et plusieurs membres des équipes de motion capture aident sur d'autres domaines du développement vu qu'ils ne peuvent pas vraiment organiser de séances de motion capture en ce moment. Tous ces progrès sur les animations se retrouvent d'ailleurs dans le rapport mensuel de Star Citizen pour ce mois-ci. Sur l'intelligence artificielle des PNJ au sol, ils ont travaillé sur leur capacité à détecter les obstacles, leur capacité à pouvoir utiliser des objets spécifiques hérités d'autres objets plus génériques, leur capacité à utiliser des lignes de réponse génériques lorsqu'ils ne disposent pas de réponse spécifique, leur capacité à pouvoir détecter des variations sur les objets comme une bouteille ouverte ou fermée et sur leurs algorithmes de pathfinding. Là encore, tout se retrouve aussi dans le rapport mensuel de Star Citizen pour ce mois-ci. Pareil pour la section ingénierie qui est quasiment un copier-coller et qui parle d'optimisation du moteur physique, des temps de chargement et de génération du cache, du rendu graphique, de l'object container streaming, des mécaniques de ragdoll et plein d'autres choses trop techniques pour que je puisse vous en parler correctement. Beaucoup d'efforts ont été consacrés aux animations faciales pendant les discussions, de sorte à ce que les yeux, le cou et la tête d'un PNJ soient coordonnés de façon crédible. Sur les personnages, ils continuent de travailler sur les coupes de cheveux nouvelles ou existantes et sur le shader pour les cheveux blonds, et aussi sur les tenues qui correspondent aux différents grades de la Navy de l'UE qui devraient se situer aux alentours de 15. Sur le javelin, ils se sont concentrés sur 3 choses. Tout d'abord son armement avec la création d'une Gatling et ses torpilles, ensuite sa salle des machines car ils ont décidé qu'elle nécessite quelques changements après une phase de test du chapitre où elle est visitable, et enfin dans l'ensemble de tout l'éclairage du vaisseau. Sur les environnements, ils ont continué de créer le réseau de satellites de communication qui serviront pendant la première partie de la campagne, et des stations de repos dévastées qui seront uniques à Squadron 42. Ils ont aussi commencé à travailler sur 2 nouveaux endroits, dont un bidonville. Les environnements sont aussi créés dans l'idée d'avoir des chemins de patrouille pour les PNJ et des solutions pour mettre en place des mécaniques d'infiltration. Le travail sur la conversion du code à l'API Vulkan continue avec l'objectif d'avoir une première version fonctionnelle de ce nouveau processus de rendu graphique. Les nouveaux shaders utilisés pour la végétation et les rochers ont été intégrés à l'outil de génération procédurale, ce qui devrait améliorer l'intégration des assets sur les planètes. Et enfin, ils continuent de travailler sur les cinématiques du chapitre 8 qui se dérouleront sur le pont de l'Idris. Toujours mercredi, CIG a aussi publié son rapport mensuel de progression pour Star Citizen et on apprend quelques petites choses. L'équipe en charge des environnements a officiellement commencé à travailler sur le système Pyro, en avançant bien sur Pyro 1 et 2, leur géologie et leur flore. Ils ont fourni cette image en guise d'illustration, et celle-ci, bien que ça ait pas l'air de ressembler à une planète située à côté d'une étoile en train de se transformer en supernova. Certains du coup ont émis l'hypothèse que c'est peut-être Pyro 6, la planète la plus éloignée de l'étoile, qui a le moins souffert de la transformation de l'étoile en supernova. Sur les vaisseaux, ils ont terminé la phase de Greybox du Hercule de Crusader, ils ont travaillé sur son hangar, ses portes, son pont, ses quartiers d'habitation, et ils commencent à travailler sur ses tourelles et ses propulseurs. Le Star Runner de Crusader progresse aussi dans sa phase de Greybox, le M50 est entré en phase de finition, et le Cutlass Blue a vu sa soute à prisonnier modifiée après des retours. Et il travaille aussi sur un vaisseau qui n'a pas encore été annoncé. Comme prévu, après avoir terminé la ville de New Babbage, les artistes ont amélioré Grimex en vue de l'inclusion du circuit de course sur l'astéroïde, et ont continué de travailler sur la ville d'Horizon. L'équipe en charge du gameplay a aidé à améliorer le mode théâtre de guerre et a commencé à travailler sur l'application du Mobiglass qui permettra de commercer. D'abord pour transférer de l'argent entre joueurs, puis plus tard pour gérer des échanges d'objets. Une mécanique de jeu commence visiblement timidement à être mise en place. Des terminaux vont être disposés dans certaines villes ou stations et permettront à des joueurs d'y assembler des matières premières pour créer des produits finis plus chers, ou qui pourront permettre plus tard de créer d'autres objets. Ce processus de raffinage sera payant, ne sera pas instantané, vous pourrez faire autre chose en attendant qu'il soit accompli, même vous déconnecter, et vous recevrez une notification lorsqu'il sera terminé. Durant le premier trimestre de l'année, l'équipe en charge de l'interface graphique a ajouté le support de la 3D à leur technologie de Building Blocks, et en avril, ils ont rendu cette fonctionnalité plus facilement utilisable par les artistes sans avoir besoin de programmeurs. On aura donc peut-être enfin les cartes 3D des stations spatiales. Et enfin, l'équipe en charge des véhicules travaille apparemment sur un nouveau système qui sera révélé au cours d'un événement sans en dire plus. L'émission Inside Star Citizen de jeudi nous présentait les progrès sur l'univers persistant en commençant par leurs progrès sur l'éclairage.
Comme dans n'importe quel jeu, en plus de rendre une scène visible, l'éclairage dans l'univers persistant doit aider les joueurs à détecter rapidement les points d'intérêt autour d'eux. Le problème, c'est que les planètes dans l'univers persistant tournent sur elles-mêmes, et donc les environnements planétaires doivent refléter cet éclairage naturel totalement variable. Dans le passé, ils ont développé deux solutions temporaires. Les objets dans l'environnement reflétaient un niveau de luminosité prédéfini, la plupart du temps comme s'il faisait constamment jour, et les lumières dans l'environnement étaient constamment allumées, ce qui n'était pas très réaliste et dégradait les performances. Leur nouvelle solution, c'est d'avoir un système permettant à chaque entité de mettre à jour son apparence en fonction de la position du soleil et de la luminosité à ce moment-là de la journée, ce qui donnera une luminosité bien plus dynamique aux environnements. Et aussi, la deuxième partie de la solution, très simple, c'est de réunir toutes les sources de lumière artificielles d'un lieu au sein d'un groupe de lumière qui sera paramétré pour plus ou moins amplifier la luminosité de ces sources de lumière en fonction de l'heure de la journée. C'est déjà visible en 3.9 sur New Babbage, notamment dans le Wallis Bar, et ils vont refaire l'éclairage des anciennes zones d'atterrissage comme l'Orville et la zone 18 d'Arcorp. Sur les vêtements, on a pu voir des concept art des tenues de yoga pour les employés de Microtech. Parce que Microtech se soucie un peu plus du bien-être et de la santé de ses employés que les autres entreprises du système Stanton. Toujours sur Microtech, le PNJ donneur de mission Eddie Parr avance bien, ça sera le barman du Wallis Bar, mais les missions qu'il proposera nous amèneront sûrement à faire de la contrebande pour son compte et ses associés. Les hangars high-tech de Microtech avancent bien également, et comme pour les autres zones d'atterrissage, ils les font de toutes les tailles pour qu'on puisse y atterrir avec tous les gabarits de vaisseau. Les entrepôts de marchandises sur les stations sont passés en phase de white box. On y trouvera évidemment des missions et probablement aussi des fonctionnalités en lien avec l'application de porte-monnaie qu'on devrait bientôt avoir sur le Mobiglass pour faciliter le transfert d'argent entre joueurs. La technologie de nuages volumétriques développée pour Squadron 42 et l'univers persistant continue de progresser, et ils sont en train de tester comment rendre au mieux certains nuages qu'on trouvera autour des champs d'astéroïdes, des stations et des points de saut. Et enfin, comme leur technologie de planète procédurale continue d'évoluer et pour que toutes les planètes du système Stanton puissent en bénéficier, ils sont en train de refaire les 8 maps de planètes déjà faites. Cela permettra une meilleure répartition des éléments d'environnement sur les planètes, une meilleure transition entre les textures et les couleurs du sol, plus de détails, un meilleur rendu du relief, et rendra la réalisation des environnements plus prévisibles pour les artistes et donc plus rapide. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen. Conformément à ce que la communauté avait commencé à réclamer, et parce que c'est un peu plus logique, la mise à jour 4.0 a été renommée 3.10. Et la mise à jour qui sera nommée 4.0 le sera pour on sait pas encore quelle occasion. Sur la mise à jour 3.10, donc, pour changer, 3 tâches ont été supprimées. Un outil de gestion des PNJ, la mise à jour de la technologie des boucliers, et le maniement des armes plus réaliste. En revanche, les 2 tâches concernant l'intelligence artificielle et le nouveau shaders pour les océans ont été terminées. Et enfin, comme on pouvait s'en douter, la CitizenCon de cette année a été annulée. Ils ne savent pas s'ils pourront organiser un événement pareil au mois d'octobre en vue des circonstances actuelles, donc ils ne préfèrent pas prendre le risque. En même temps, ils ont admis il y a quelques semaines que le passage en télétravail leur avait causé des problèmes et les avait rendus moins productifs. Il y a des reports quasiment toutes les semaines, la bêta de Squadron 42 est censée arriver à la fin de l'année. S'ils peuvent se passer de devoir monter une grosse démonstration pour le mois d'octobre et se concentrer sur le développement de leurs 2 jeux, ça sera peut-être pas plus mal. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.